Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un document assez fascinant. C'est une seule page en fait, un extrait d'une œuvre de Jean Echinoz. On pourrait penser qu'une page, bon, c'est vite analysé, mais celle-ci est d'une densité incroyable. Elle nous raconte l'histoire d'un coureur, un certain Émile, qui va, en l'espace d'une seule course, tout simplement réinventer sa discipline. Notre mission, c'est de décortiquer sa stratégie, sa mentalité et surtout son innovation. C'est une histoire de dévouement, de scepticisme et à la fin de triomphe. Oui, et c'est un excellent choix parce que ça capture bien plus qu'une simple course. On n'est pas juste dans l'anecdote sportive, on est vraiment face à un moment de bascule, un point de rupture. On assiste en direct à la naissance d'une méthode, quoi. Une nouvelle approche de la compétition. Exactement. C'est une révolution qui se joue en quelques centaines de mètres. Alors, allons-y. Le décor est planté, à Prague, pour un championnat, et déjà, l'événement en lui-même est une nouveauté. C'est la toute première fois qu'on y organise une course de 15 000. Mhm. Et le plateau est impressionnant. On a trois des meilleurs coureurs tchèques, dont notre fameux Émile, et en face, la star du moment, un homme nommé Salé. Qui est le détenteur du record du monde, rien que ça. Exactement. La scène est vraiment prête pour un affrontement. Oui, et d'emblée, le plan des Tchèques, il est clair. Il n'est pas question d'attendre. Ils ont une stratégie très très agressive. Ah oui, c'est même plus que de l'agressivité. Le texte dit qu'ils ont mis au point un plan d'attaque. L'objectif, c'est de partir à toute vitesse pour isoler Salé. C'est ça. Le laisser loin de libre et là, je cite, le pousser à l'abandon. On ne veut pas juste le fatiguer, on veut le briser mentalement. C'est d'une violence psychologique assez rare, non? Ah oui, c'est une excellente remarque. Aujourd'hui, on parlerait de train d'enfer imposé par une équipe. C'est devenu une tactique classique. Oui, mais là, ce qui est fascinant, c'est l'intention explicite de démoraliser. La stratégie est autant psychologique que physique. Il s'agit de créer un sentiment d'impuissance. Et dans ce plan, Émile a un rôle un peu particulier au début. Oui, il est assez discret. C'est ça, c'est un détail qui frappe. Au milieu de cette grande manœuvre, le texte nous dit on l'a oublié, Émile. Il est là, il court avec les autres, il suit la consigne, mais il n'est pas en première ligne. Et c'est ça qui est génial de sa part. Il se sert de cette stratégie collective comme d'un bouclier, en fait. Ah, d'accord. Pendant que tous les regards sont tournés vers les deux coureurs de tête qui se sacrifient pour épuiser Salé, lui, il est en retrait, presque invisible. Il laisse les autres faire le sale boulot. Voilà. Tout en préparant son propre coup d'éclat. La stratégie des autres devient, sans qu'il le sache, la rampe de lancement de sa propre révolution. Et ce moment finit par arriver. Le plan a fonctionné à merveille. Salé, comme le disait Schnoz, se décourage. Il est complètement largué. Mission accomplie pour la première partie. Voilà. Puis, un des attaquants tchèques craque. Il est épuisé. Il ne reste plus que deux hommes en tête. Et juste derrière eux, il y a Émile. Et c'est là que tout bascule. Le chaos de la stratégie initiale lui a créé une opportunité parfaite. Le champ est libre, les adversaires sont soit démoralisés, soit au bout de leur vie. Et il l'a saisi. L'auteur utilise une phrase très simple mais hyper puissante. Il démultiplie sa vitesse. Hmm, Il sent que la victoire est là. Et la phrase qui suit, c'est peut-être la plus importante du texte. Il sait qu'il peut gagner car s'étant préparé pour ça. c'est ça. Ce n'est pas de l'instinct. Non, ce n'est pas un coup de génie spontané. C'est l'aboutissement d'un plan. Exactement. Et c'est le cœur du réacteur. L'auteur prend bien le temps de nous expliquer ce que ça veut dire s'être préparé pour ça. Et pour comprendre à quel point c'est une révolution, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. D'accord. La course de fond, à ce moment-là, c'était une épreuve d'endurance pure, une guerre d'usure. Le gagnant, c'était celui qui tenait le plus longtemps au même rythme. Une sorte de marathon de vitesse où le premier qui flanche a perdu, quoi. C'est exactement ça. On voyait le corps comme un réservoir, avec une quantité finie d'énergie. La stratégie, c'était donc de dépenser cette énergie le plus économiquement possible. Logique. Donc, un sprint final, une accélération brutale, c'était vu comme un risque insensé, le meilleur moyen de vider le réservoir trop tôt et de s'effondrer. On gardait une petite réserve, mais c'était géré à l'instinct. Donc tout le monde joue la carte de la gestion, de la sécurité. Et lui, il arrive et il dit « Non, non, on va jouer la carte de l'audace, de l'attaque finale, précisément ». Il a compris, de manière intuitive ou par l'expérimentation, que le corps n'est pas un simple réservoir. C'est un moteur avec plusieurs régimes. Et qu'on peut entraîner ce changement de régime. Voilà. Oui. Et c'est pour ça que la phrase d'Eschnoz est si forte. Le sprint final, Émile vient de l'inventer. Ce n'est pas juste une amélioration, c'est un changement de définition de la victoire en course de fond.
C'est fou de se dire qu'une chose qui nous paraît si évidente aujourd'hui a dû être inventée. Mais bon, une idée, même géniale, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir la mettre en pratique. Oui. Et le texte insiste bien, il gagne car s'étant préparé pour ça. Et quand on lit comment il s'est préparé, on comprend que ce n'était pas une partie de plaisir. C'est le moins qu'on puisse dire. On passe de la stratégie à la réalité physique. Et elle est brutale. L'auteur nous donne des indices. Émile est devenu, je cite, « attentif au battement de son cœur et à son degré de fatigue Ça peut nous paraître banal aujourd'hui avec nos montres connectées et tout, mais à l'époque, c'est une approche quasi scientifique, non ? ». Absolument. Il écoute son corps comme une machine. Il analyse ses propres données. Il ne s'entraîne plus seulement pour être plus fort, il s'entraîne pour se connaître. Voilà. Chaque séance est une expérience. Il cherche à comprendre ses limites, non pas pour les respecter, mais pour apprendre à les repousser de manière calculée. C'est le début de l'entraînement moderne. Et ça s'accompagne d'un volume de travail qui a l'air complètement délirant. On apprend qu'il continue de s'entraîner tout l'automne et pas seulement au stade, mais partout. Dans la rue, sur les routes, en forêt, Dans les champs, partout, au point de se faire mal. cette dernière partie, au point de se faire mal, elle est terrible. On est presque dans la pénitence. C'est ça. Et là, on touche à la psychologie de l'innovateur. Il ne s'entraîne pas seulement pour être en forme. Il s'entraîne pour trouver la limite et la dépasser. Chaque sortie sous la pluie, chaque kilomètre douloureux, ce n'est pas juste de la prépa physique. C'est une expérience scientifique sur lui-même. Il cherche le point de rupture pour apprendre à ne pas rompre le jour J. C'est la fusion de l'idée et du labeur. Il y a une autre image très forte dans le texte. Il court, nous dit-on, comme un homme que comme une de ces bêtes plus douées que nous pour ça. Il cherche une efficacité presque animale. Oui, et c'est la synthèse parfaite. Il y a l'intellect humain qui analyse, qui conçoit la stratégie, et il y a la recherche de cette efficacité pure, presque mécanique de l'animal. Il veut combiner l'intelligence de l'un avec la puissance de l'autre. Exactement. Et cette synergie entre l'idée et cet effort obsessionnel, ça crée une performance qui va paraître aux yeux des autres complètement surhumaine. Et c'est précisément ce qui va se passer. Après cette course à Prague, les résultats vont être tellement spectaculaires qu'ils vont provoquer le doute. Émile devient le premier de son pays à courir 5000 mètres en moins d'un quart d'heure. Un exploit monumental. Un temps qui, pour l'époque, est tellement hors norme qu'il ne semble pas crédible. Tout simplement, c'est trop beau pour être vrai. Et la réaction est immédiate. C'est l'incrédulité totale. Aujourd'hui, on verrait ça, on applaudirait. Eux, leur premier réflexe, c'est de crier à la triche. Le texte dit que la presse nationale et les types de Prague n'y croient pas. La première explication, c'est l'erreur de communication, une erreur de télégraphiste. C'est la première étape du déni. On cherche l'explication la plus simple, celle qui préserve l'ordre établi. Mais quand l'info est confirmée, on passe à l'étape suivante. On accuse le matériel. On soupçonne que les chronomètres de Zlin sont truqués. C'est fou. On préfère imaginer une conspiration de chronométreurs plutôt que d'admettre la réalité de l'exploit. Mais c'est révélateur, non ? Ah oui, c'est très révélateur de la réaction face à une innovation radicale. Accepter la performance d'Émile, ce serait admettre que ses propres méthodes sont obsolètes, que tout ce en quoi on croyait est faux. C'est plus facile de douter de la réalité que de se remettre en question. Le scepticisme devient un mécanisme de défense. Le doute se teinte même de moquerie. Un certain Zlin qualifie l'exploit de « blague ». Et tous se posent la même question, pleine de suspicion. Qu'est-ce que c'est que ce secret ? Oui, cette question du secret est symptomatique. On ne pense pas une seconde que le secret, c'est juste le travail. Non. On cherche la potion magique, le trucage. Ça traduit l'incapacité à concevoir qu'un individu, par sa seule intelligence et sa volonté, ait pu découvrir quelque chose que tout un système avait manqué. C'est une façon de dénigrer le mérite. Mais le doute ne peut pas tenir éternellement face aux faits. Et Émile va leur apporter la preuve sur un plateau. L'auteur nous dit que 3 semaines après son record, Émile vient courir un 2000 mètres à Prague, même. Au cœur de la bête. Et là, il y bat un nouveau record, son 3e de l'année. C'est coup de grâce. Il ne réalise pas un exploit isolé, un coup de chance. Il le répète, sur une autre distance, devant les mêmes observateurs sceptiques. C'est la reproductibilité de l'expérience, la preuve ultime. Il n'a pas gagné à la loterie, il a construit une machine à gagner. C'est ça. Et la conclusion est sans appel. L'extrait se termine ainsi. Les types de Prague forcent leur aide d'admettre qu'ils se sont trompés. Le mot important, c'est force. L'admission n'est pas volontaire, elle est contrainte par la réalité, par la froideur du chronomètre. Ils n'ont plus le choix.
C'est une victoire totale pour Émile, pas seulement sur la piste, mais sur le scepticisme de tout un establishment. Alors si on devait résumer, que retenir de cette histoire d'Émile? Ce qui me marque personnellement, c'est qu'on a le portrait d'un athlète qui est bien plus qu'un corps. C'est un innovateur. Un stratège. Oui, un stratège. Il a observé son domaine, il a identifié une faille, un impensé, le sprint final, et il a bâti une méthode pour l'exploiter, en la testant sur lui-même jusqu'à la douleur. C'est un cas d'école parfait. Une vision claire, combinée à une discipline de fer, et ça fait voler en éclats les plafonds de verre d'une époque. Le scepticisme qu'il a rencontré ne fait que renforcer la puissance de sa réussite. Il a dû prouver par le résultat, brut et répété, que sa méthode était la bonne. Exactement. Il n'a convaincu personne avec des discours, mais avec des actes, avec des records. C'est la victoire de l'intelligence et de la volonté autant que des jambes. Et cet extrait si court nous laisse avec une pensée. Il se termine sur cette reconnaissance forcée, une fois la preuve apportée de manière irréfutable, et ça nous amène à une question plus large, je trouve. Au-delà du sport, est-ce que la preuve par le résultat, c'est finalement la seule, et peut-être la plus brutale, manière de faire taire le scepticisme face à une innovation qui vient tout bousculer?